idées d'organiser cette activité de ce matin. Comme vous savez, la rencontre de ce matin, je pense, en tout cas personnellement, que c'est un privilège en ce qui nous concerne en Mauricie, parce qu'on a 3 personnes qui sont responsables, qui ont des postes importants dans leur parti politique et ont pris leur avant-midi pour venir en Mauricie. Il faut dire que c'est moins loin qu'à Chicoutimi ou au Saguenay. Actuellement, ça dépend d'où tu pars, mais malgré tout, je pense que c'est 3 personnes qui sont en responsabilité dans leur parti politique et qu'ils ont pris leur avant-midi pour venir s'entretenir avec nous. Fait que je les inviterais, Mme Yvonne, M. Fontechia, puis je ne me souviens pas. En plus, François. En plus, j'ai dîné avec, déjeuner, venez prendre place. Et je vous remercie beaucoup. Le but de l'exercice de ce matin, c'est sûr que vous le faites, vous êtes des militants, des militantes, vous le faites de façon régulière. Je pense encore une fois ce matin, je pense que le but de l'exercice, c'est de prendre conscience de l'importance de l'enjeu. De l'importance de l'enjeu de l'indépendance du Québec. Quels que soient nos secteurs ou nos préoccupations par rapport à la question nationale, que ce soit l'avancement des questions sociales, culturelles, économiques, que ce soit l'environnement, que ce soit l'amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens et concitoyennes, on est tous conscients que la question nationale et l'indépendance du Québec, c'est l'outil essentiel pour faire avancer nos objectifs. Et à ce moment-là, l'indépendance n'est pas simplement une question virtuelle, mais au quotidien. Puis quels que soient nos champs de lutte, je le répète, on est confronté, que ce soit dans le monde du travail, dans le monde de l'environnement, on est continuellement confronté à la question nationale. Donc, on n'est pas simplement des gens ici qui rêvent de l'indépendance parce que ça serait intéressant. Oui, ça le serait d'avoir notre nom à l'ONU. Mais pour la majorité de nous autres, c'est aussi pour faire avancer nos projets de société. Donc, c'était mon éditorial. Fait que c'est le seul bout que je vais pouvoir parler ce matin. Fait que la façon que ça va procéder, c'est qu'on va piger les noms pour l'ordre des gens qui vont intervenir. Ils vont intervenir 15 minutes chaque sur la question de la convergence ou de l'union, ou en tout cas, appelez ça comme vous voudrez. 10 minutes, merci. J'ai un chef dans la salle, c'est correct comme ça, 10 minutes. Puis par la suite, ils auront 5 minutes pour réagir s'ils le désirent. Et par la suite, les périodes de questions vont vous appartenir. Fait que je vous invite à piger. Je ne sais pas trop qui c'est. Mme Yvon. Puis Martin. François. À la fin de l'avant-midi, on va l'avoir. Ouais, c'est quoi le principe? C'est quoi le principe? Premier, deuxième, troisième. On est toujours original ici, je ne sais pas. Là, fait que, je vous le dirai pas là, parce que je vais vous dire, même moi, je suis un peu étonné. Mais le premier, c'est François. Le deuxième, ça va être Andrés. Et la troisième, c'est Véronique. Et je vais être assez sévère. De toute façon, je vais vous dire quand il reste 2 minutes. Parfait. Vas-y, Martin. Excellent, merci. François. Donc, je me présente rapidement. François Thériault, je viens de Québec. Je suis enseignant au cégep de Lévis-Lauzon en sciences politiques. Et je suis très heureux d'être là. Donc, je voudrais remercier la Société Saint-Jean-Baptiste de nous inviter. La Mauricie, Saint-Jean-Baptiste les Patriotes. Donc, merci de nous inviter. C'est un sujet crucial dont on va parler aujourd'hui. Puis je suis très heureux d'être là avec vous pour en parler. Est-ce qu'il y a un retour de son que j'entends? Vous m'entendez bien? Ça va bien? Je ne suis pas trop proche. Parfait. Donc, on est ici pour parler de convergence. Qu'est-ce que la convergence? Donc, on est ici finalement pour se demander
tenter de voir si on a un but commun, un objectif commun. Puis je pense que ça part très bien, parce qu'ici, on a à la table 3 partis politiques militants d'un peu partout, puis on a tous le même objectif, celui de faire l'indépendance du Québec. On peut dire, eux autres en parlent pas assez, eux autres en font pas leur priorité, eux autres c'est des pressés, mais ça reste qu'on a un objectif commun, celui de faire l'indépendance, donc je pense que ça part très bien. J'ai assisté au débat du Journal Le Devoir à Québec. Récemment, il y avait Françoise David, Jean-François Lisée, tout ça. La question c'était, est-ce que la gauche est condamnée à l'opposition? Donc, c'est une question très pertinente, mais ça l'a très vite tourné à l'idée de la convergence, et pas celui de la gauche. Ça l'a vite tourné à l'idée de la convergence du mouvement indépendantiste. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est bien important, puis je pense qu'ici, c'en est la preuve. Ce qui nous unit, ce qui unit le Parti québécois, Québec solidaire et Option nationale, c'est la question nationale, c'est la question de faire l'indépendance du Québec. Et je pense que c'est là-dessus que doit porter la convergence, puis je pense qu'on est quand même tous d'accord là-dessus. Et cette question-là, est-ce que la gauche est vouée à l'opposition ou est-ce que les indépendantistes sont voués à l'opposition? Ça nous mène à 2 options. Soit changer le mode de scrutin. Donc, changer le mode de scrutin pourrait permettre aux petits partis politiques d'avoir une députation à l'Assemblée nationale plus facilement. Il y aurait plus de députés de Québec solidaire. Il y aurait peut-être un député d'Option nationale. Donc, et de ce fait, il y aurait une possibilité de faire des coalitions. Mais on est tous d'accord que ce ne sera pas le Parti libéral du Québec qui va mettre en place une partie proportionnelle en mode de scrutin. Donc, il faut se préparer pour 2018. Et la deuxième option, c'est la convergence, c'est la collaboration, voire la fusion du mouvement indépendantiste. Et il faut aller vers ça. Et c'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui, parce qu'on est tous d'accord avec cette nécessité-là. Et à Option nationale, depuis notre fondation en 2011, on a dans nos statuts, dans nos gènes, dans l'article 3, c'est écrit « Option nationale affiche une ouverture permanente à collaborer ou à fusionner avec tout autre parti politique ayant la même démarche, une démarche aussi claire d'un point de vue de l'indépendance. » Donc, ça, c'est très important pour nous de toujours mettre la cause devant le parti. Hein. On va participer à un débat mercredi prochain à l'Université Laval aux Trois Brasseurs, et le titre, c'est « La patrie avant le parti ». Je pense que c'est quand même quelque chose de très important. Malgré qu'on est tous quand même partisans et qu'on aime notre parti et tout ça. Pour en rassurer dans la salle qui aurait des réticences à converger avec Option nationale, je vous rassure, on n'est pas une création du Parti libéral du Québec, on n'est pas une création des gens de l'Alliance Québec pour diviser le vote, tout ça. On n'a pas rencontré Marine Le Pen cette semaine non plus. Je pense que, sincèrement, qu'Option nationale a sa place dans le mouvement indépendantiste. On a contribué, je crois, à la réflexion sur l'indépendance, et même qu'on contribue grandement, je crois, à la promotion de l'indépendance. Puis ça, c'est super important pour nous. On fait des assemblées de cuisine. Sol Zanetti est en tournée dans les cégeps, dans les universités en ce moment. Vous pouvez vous procurer un livre gratuitement ici à la salle, le livre qui fait dire oui sur les arguments indépendantistes. Et ça, c'est une partie super importante de notre travail, puis qu'on fait pour l'ensemble du mouvement indépendantiste en dehors de cette partisanerie-là. Parce qu'on pense que il faut agir, il faut poser des gestes, c'est ça qui est important. Je vais vous citer Jean-Paul Sartre. On va faire un peu de philosophie. Jean-Paul Sartre posait la question comment on définissait l'humain, puis autant, je dirais même la collectivité. La collectivité, le peuple québécois se définit par ce qu'il est, puis nous, en tant qu'humains aussi, on se définit par nos actes. On se définit par nos actes qui nous composent, finalement, qui composent notre existence. Puis c'est pour ça qu'on tente de poser des actes comme ça, comme faire des livres sur cette question-là. Et donc, il faut passer aux actes, il faut agir. Et en ce moment, c'est une façon d'agir, ce qu'on fait en ce moment. Mais il faut aller au-delà des paroles. Donc, je suis convaincu que tout ce qu'on va dire, que tout ce que les 3 intervenants vont dire aujourd'hui, va être très pertinent, mais il faut aller au-delà des paroles et il faut absolument agir. Et si la première chose qu'on pourrait faire en ce moment pour agir,
ce serait de faire de l'indépendance du Québec une priorité pour la prochaine élection. Ça, c'est la base. Hier, M. Fontecchia a dit à la presse canadienne que Québec solidaire allait faire de l'indépendance un sujet prioritaire en vue de l'élection provinciale 2018. Félicitations. Il a demandé également que les partis politiques clarifient leur stratégie et le comment et le pourquoi de l'indépendance. Le pourquoi, pour Option nationale, je vous réponds à M. Fontecchia, ça se retrouve dans le livre qui fait dire oui. Et pour ce qui est du comment, bon, nous, on a notre potion magique, notre méthode d'accession à l'indépendance qui est propre à nous, qui s'intègre dans la démarche, disons, on n'a pas réinventé la roue, là. Donc, grosso modo, c'est... nous, on propose qu'un gouvernement d'option nationale majoritaire, hein, pour la prochaine élection, non, c'est pas vrai, on va converger, dès le lendemain du pouvoir, on rapatrie nos lois, c'est-à-dire on signe l'ensemble de nos lois, on perçoit l'ensemble de nos impôts et on signe l'ensemble de nos traités internationaux. Effectivement, ça ne se fait pas nécessairement du jour au lendemain, c'est une question de rapport de force. Hein? Ça, c'est important. Par la suite, Assemblée constituante, et on entérinera une constitution qui sortira de là. Est-ce que ce sera une commission parlementaire, comme fait les Catalans en ce moment? Est-ce que ce sera une Assemblée constituante avec l'ensemble de la population, même élue à suffrage universel, comme Québec solidaire le propose? C'est toutes des choses à prendre en considération, mais au-delà de tout ça, je le répète, ce qui est important de faire, c'est de faire de l'indépendance, de un, l'enjeu de la convergence, de deux, l'enjeu prioritaire, d'en faire une priorité, mais surtout, d'en faire un engagement clair pour la prochaine élection. Il faut absolument que la convergence, parce que on n'embarquera pas dans une convergence où il y a une indépendance peut-être. Ce qui nous unit, c'est l'indépendance. On va embarquer dans une coalition, on va collaborer avec les autres partis si ça sert à quelque chose, c'est-à-dire si ça sert à nos intérêts à faire l'indépendance, et si l'ensemble des partis est prêt à faire comme M. Fontecchia a fait hier, par exemple, d'en faire une priorité et peut-être d'aller plus loin, c'est-à-dire de prendre un engagement clair de faire l'indépendance dans un premier mandat. Okay? Puis là, ça, peu importe la méthode d'accession à l'indépendance. Je pense que c'est important. Combien de temps? 2 minutes. Oh. Mme Carbonneau a dit récemment, je me souviens exactement quand, Mme Carbonneau, enseignant de la CSN du Québec, c'est une bénédiction du ciel qu'il y a encore autant de Québécois qui y croient. Encore 40% d'indépendantistes au Québec, malgré que ça fait quand même longtemps, en tout respect, qu'on n'en parle pas beaucoup et qu'on n'en fait pas la promotion. Pour ce qui est de l'ensemble du mouvement indépendantiste, on a perdu un peu de crédibilité. Il n'y a pas de plan de match clair depuis le référendum de 1995. Et je suis d'accord avec cette affirmation-là. Il nous faut absolument un plan de match clair. Et ça, c'est important. Il faut quitter absolument l'avenue, je dirais du flou artistique ou l'avenue de l'indépendance peut-être, l'avenue premier mandat, faire la promotion, troisième mandat, faire ci, faire ça, et quatrième mandat, faire l'indépendance. Il faut absolument promettre quelque chose de clair aux Québécois pour la prochaine élection, prendre un engagement clair, de faire l'indépendance dans un premier mandat. Donc, l'étapisme, tant qu'à moi, ce n'est pas une possibilité. La stratégie cachée, ce n'est pas une possibilité non plus. Il faut... ce qui va nous faire gagner, c'est pas un effet de surprise par rapport avec les Québécois et tout ça, c'est vraiment de partir de la base, de créer une mobilisation de masse. Et pour faire une mobilisation de masse, il faut la préparer, il faut être clair, et ça commence par un engagement clair à faire l'indépendance dans un premier mandat. Et là, c'est là que j'arrive avec ce qui va un peu... il me reste combien de temps? 15 secondes. 15 secondes, ok. Il faut absolument... Une feuille de route, c'est important. C'est là-dedans que va s'illustrer, que va prendre part le projet possiblement commun qu'on pourra mettre ensemble, dans lequel on va écrire une méthode d'accession à l'indépendance et un projet social qui va y aller de l'avant. C'est important aussi de se dire que dans cette feuille de route-là, il y a des choses qui viennent avant le référendum. Et ça, c'est important. Les Catalans l'ont compris. En ce moment, les Catalans, ils vont faire des lois qui sont anticonstitutionnelles sur la sécurité sociale,
sur la fiscalité. Ils vont même, pendant que nous, on est en train de détruire notre agence de revenus, eux, ils vont s'en créer une. C'est des gestes qui sont anticonstitutionnels. Merci beaucoup. Okay. On parlera de l'alliance électorale plus tard. 5 minutes après. Parfait. Je veux juste une dernière phrase. Non. Même pas. Ah, il est dur avec moi. Une phrase. Je suis optimiste pour le reste des choses avec ce que le Parti québécois a dit ces derniers temps, avec son ouverture, avec ce que M. Fondessi a dit hier. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Moi, j'ai confiance. Bonne chance. Je fais de la désobéissance civile. Les politiciens, c'est toujours délinquant. Ils ne l'élèvent pas. Monsieur Fondessia, de Québec solidaire. Merci beaucoup. Donc, on va aller vite parce que le temps file. Évidemment, remercier la Société Saint-Jean-Baptiste, les Patriotes, d'avoir organisé cette assemblée, ces panels. C'est toujours un plaisir de partager cette table avec Madame Yvon. C'est pas la première fois, Monsieur Thériault, c'est une première fois, enchanté. Et évidemment, pour parler de la convergence des forces souverainistes. C'est un thème récurrent qui devient de plus en plus à la mode et on en parle de plus en plus souvent, soit dans nos rangs, dans les médias, dans le mouvement souverainiste en général. Ce n'est pas un hasard que la question de la convergence revienne aussi souvent aujourd'hui. C'est parce que, évidemment, on est à la mi-mandat du Parti libéral du Québec et l'ensemble des forces politiques du Québec commencent déjà à s'aligner pour les élections en 2018, dans 2 ans. Et vous savez, il y avait un ancien Premier ministre qui disait que 6 mois en politique, c'est une éternité. Mais 2 ans, c'est très court quand même, hein, pour préparer nos stratégies, etc. Et évidemment, pour Québec solidaire, la question de la convergence est un sujet central. Québec solidaire est ouvert à dialoguer avec l'ensemble des forces souverainistes sur la possibilité d'une convergence. Et cet ensemble-là ne se limite pas seulement aux partis politiques, au Parti québécois, à Option nationale, mais il comprend aussi des acteurs de la société civile souverainiste qui n'adhèrent pas formellement à un parti politique. Pour nous, c'est essentiel d'inclure ces secteurs-là. Pour commencer, je vais faire une projection très simple de ce qui pourrait être la convergence, à la limite du simpliste, dans un sens péjoratif. Et on pourrait concevoir la convergence comme une volonté, tout d'abord, de laisser toutes nos différences de côté et se concentrer sur un seul objectif. L'objectif, évidemment, c'est d'arriver à une entente électorale, à un échange de comtés entre les divers partis politiques et afin d'obtenir un gouvernement majoritaire, vraisemblablement péquiste, qui va faire peut-être, on ne sait pas encore, un référendum dans un premier mandat ou dans un deuxième mandat, et puis voilà, c'est dans le sac. L'indépendance, on l'a d'ici quelques années. Il me semble que c'est un peu plus compliqué que ça. C'est une vision un peu idyllique de ce qui est la dynamique politique et la dynamique entre les souverainistes. Et pour Québec solidaire, la convergence doit s'asseoir, doit se fonder avant tout, les premiers éléments, sur l'adhésion à une vision commune de ce qui doit être les stratégies de l'accession à l'indépendance du Québec. Pour nous, et c'est le bilan que nous faisons en tant que parti, conduire les mouvements souverainistes vers répéter la stratégie référendaire ou référendiste ou étapiste que nous avons déjà connue, nous conduira vraisemblablement à un 3e échec. Et ça, on ne peut pas se le permettre en tant que mouvement souverainiste. Donc, on doit absolument être imaginatif et trouver d'autres stratégies pour amener les peuples québécois vers l'indépendance du Québec. Et c'est important de proposer, de mettre sur la table une stratégie d'accession à l'indépendance qui suscite l'adhésion d'une large majorité de Québécois et Québécoises, au-delà du 50% plus un. Et pour cela, pour susciter cette adhésion majoritaire, très largement majoritaire, pour nous,
il est indispensable de donner un sens à l'indépendance du Québec qui va au-delà du simple fait de devenir indépendant. Montrer de façon très claire ce que l'indépendance va apporter aux gens. Comment l'indépendance va améliorer concrètement notre vie collective et individuelle. C'est dans cette perspective-là que Québec solidaire, depuis sa fondation, mais nous allons le faire de façon beaucoup plus intense, mettre de l'avant sa stratégie qui est celle de l'Assemblée constituante, c'est-à-dire une Assemblée citoyenne élue au suffrage universel, non partisane, séparée de l'Assemblée nationale, qui va avoir comme mandat de définir une constitution pour un Québec républicain et évidemment pour un Québec indépendant. Et tout sera soumis à un référendum. Cette Assemblée constituante, élue au suffrage universel, composée d'autant d'hommes que de femmes, va représenter l'ensemble des secteurs d'activité, les secteurs et la pensée des différents segments de la société québécoise. Les propositions qui en sortiront et qui seront traduites par un projet de constitution du Québec, puisque ça a été proposé par l'ensemble des différents secteurs de la société, cette stratégie-là, cette constitution-là est en mesure de susciter une plus large adhésion à un projet indépendantiste et un projet de transformation du Québec. Au-delà de la mobilisation de l'Assemblée constituante, cette idée de faire une Assemblée constituante est en mesure aussi de mobiliser la population afin de justement défendre les idées qui ont été adoptées dans cette Assemblée constituante. Aujourd'hui, la recherche de convergence doit donc se fonder sur une vision commune de ce qui doit être la stratégie à l'indépendance. Et c'est pour ça que nous insistons sur la nécessité, aujourd'hui, lorsque nous entamons cette discussion-là autour d'une éventuelle convergence, c'est important que tous les partis politiques mettent les propositions d'accession à l'indépendance sur la table pour qu'on puisse discuter sur quelque chose de concret. La convergence, oui, mais sur quelle base? C'est ça qui est important aujourd'hui de faire dans l'immédiat. Et seulement alors, nous pourrons commencer une discussion fructueuse sur ce qui pourrait être une véritable convergence. Cette convergence doit aussi s'appuyer sur une certaine communauté de vues, sur une série de sujets qui nous paraissent constitutifs de la pensée de chaque parti politique. Il est difficile de demander aux partis politiques de renoncer à certaines idées qui font partie de leur code génétique, si l'on peut dire ainsi. Il faut essayer, à tout le moins, d'identifier certains thèmes. Ce n'est pas une panoplie, ce n'est pas une liste d'épicerie, mais certains thèmes qui nous paraissent essentiels, sur lesquels on peut, à tout le moins, développer une certaine communauté de vues. Je parle ici par exemple, la nécessité de réformer notre mode de scrutin. Et dans ce sens, je salue la volonté de M. Pierre Carpellado et je pense que de Mme Yvon d'aller dans ce sens, et nous attendons que ça se concrétise véritablement dans le programme du Parti québécois. Je nomme des thèmes comme ça, mais la question de, par exemple, la vision d'un État véritablement redistributeur de la richesse, qui prend une vision de justice, de plus grande répartition de notre richesse collective, et la question de l'adhésion au dogme du déficit zéro, qui conduit inéluctablement à des politiques d'austérité, des coupes dans les services publics, ou encore la question de la possession de nos ressources naturelles, ou la vision qu'on a d'un Québec, de l'avenir énergétique du Québec. C'est tous des thèmes sur lesquels, quand même, il est impérieux de développer une certaine communauté de vues, peut-être pas la même position absolument. Si on ne développe pas cette vision commune, évidemment, la convergence va éclater à la première divergence qui va survenir inévitablement. Donc, le succès d'une convergence entre souverainistes se résume à une distribution, ne se résume pas à une distribution seulement des comtés, mais elle doit s'appuyer sur du contenu. Ceci afin non seulement de coaliser des partis politiques, mais de coaliser des blocs sociaux
qui sont derrière ces partis politiques et souvent qui ne sont pas derrière les partis politiques. Les partis québécois, et on salue cette volonté-là aussi, dit on n'a pas les monopoles de la convergence. Il y a un très grand nombre de souverainistes qui ne se reconnaissent aujourd'hui dans aucun des partis souverainistes qui soient représentés à l'Assemblée nationale ou non. Le nombre de souverainistes abstentionnistes est incroyablement élevé. Parce que, et ça c'est notre problème, à nous tous, à Option Citoyenne, au Parti québécois, à Québec solidaire, pourquoi nous ne réussissons pas à motiver ces gens-là? C'est parce que ces gens-là sont à la recherche de sens et nous ne sommes pas capables de leur donner ces sens-là. Alors, au lieu d'aller voter, ils ne votent pas libéral, ils restent à la maison. Tout simplement. Donc il faut réussir à mobiliser non pas sur la base des partis politiques, mais sur la base de certaines idées qui vont motiver des blocs sociaux, des segments de la population à s'impliquer, à se mobiliser pour un projet indépendantiste. 30 secondes. Il est essentiel dans cette dynamique-là de sortir du dialogue partisan entre Québec solidaire, les partis québécois et Option nationale. On est comme dans un cénacle qui devient rapidement, l'air devient vicié parce qu'évidemment on a des différences, on a des rivalités, etc. Il faut introduire un autre acteur. Et cet acteur-là, c'est la société civile, aujourd'hui représentée par les organisations unies pour l'indépendance. Et non seulement les Oui Québec, mais d'autres acteurs sociaux comme les centrales syndicales par exemple, qui ont tous pris position historiquement pour l'indépendance du Québec, les secteurs communautaires, les mouvements étudiants. Donc, faire de l'indépendance du Québec, non pas un mouvement politique, mais un mouvement social pour la transformation du Québec. C'est à ce dialogue-là que Québec solidaire invite non seulement les partis politiques, non seulement l'ensemble des souverainistes, mais la population du Québec. Madame Yvon. Oui, alors bonjour tout le monde, je suis vraiment ravie d'être ici, ravie de l'initiative de la Société Saint-Jean-Baptiste, qui est un excellent exemple de tout le potentiel que recèle la société civile, comme le disait Andrés, pour rassembler les indépendantistes. Pourquoi? Parce qu'ils nous fournissent des lieux neutres de rencontre, des lieux où tout le monde peut venir sans avoir le sentiment qu'ils sont en train d'aller chez l'adversaire politique, même si on a un objectif commun. Donc, je salue beaucoup l'initiative d'aujourd'hui. 10 minutes, c'est très court, alors je vais vous dire en quelques mots le pourquoi la convergence et le comment la convergence. Tout ça a pris une certaine ampleur. C'est un sujet qui est dans l'air depuis des années, mais je pense que trop souvent, l'erreur qui a été faite, c'est qu'à quelques mois des élections, les partis indépendantistes se disaient « Oh mon Dieu, il faudrait peut-être se parler ». Tout d'un coup, on serait capable de faire quelque chose. Puis là, tout était regardé uniquement sous le prisme des alliances électorales. Quand tu te regardes en chien de faïence depuis des années, que évidemment tu es des adversaires politiques sur l'échiquier politique, que tu as des divergences de vues importantes sur toutes sortes de sujets, parce que, rappelons-le, nous sommes des partis politiques différents. C'était pas, je pense, la recette idéale pour essayer d'engager un dialogue fructueux. L'idée, donc, quand Pierre-Carl Péladeau, en septembre, a fait une déclaration, c'était de dire ben non, le Parti québécois n'a pas le monopole, comme Andrés l'a souligné aussi, sur l'indépendance du Québec, sur le projet indépendantiste. Et ça, c'était vraiment pas banal parce que ça crée une certaine rupture avec l'approche traditionnelle du Parti québécois qui était un peu pauvre petite brebis égarée qui est allée errer ailleurs. Si vous êtes vraiment des indépendantistes, vous allez revenir au bercail, vous allez revenir dans le vaisseau amiral qui est le Parti québécois. Moi aussi, je suis partisane, j'aime mon parti, j'en suis membre depuis longtemps, mais on est capable d'admettre qu'il y a une diversité dans le mouvement indépendantiste. Et c'est ça, je pense, le grand pas que Pierre-Carl Péladeau a franchi à l'automne dernier en disant « Moi, comme chef du Parti québécois, je reconnais cette diversité-là et plus que ça, je reconnais la force que peut amener au mouvement indépendantiste cette diversité-là. » Et c'est dans un peu cette ligne
de pensée qui m'a confié un mandat, et je dis toujours que moi, on m'a confié, parce que des fois, je lis dans les médias, responsable de la convergence indépendantiste. Je veux juste dire, je suis responsable au Parti québécois, mais j'ai pas l'hégémonie sur les autres, c'est pas du tout ça l'approche hégémonique, au contraire, c'est l'inverse de ça, c'est de travailler ensemble sur comment y arriver. Alors, c'est dans cette optique-là qui m'a donné le mandat. Puis certains disent, mais pourquoi tout ça, avoir rendu ça public? Bien justement, on s'est mis de la pression sur les épaules en amenant le sujet à l'avant-scène, en nommant quelqu'un qui allait travailler là-dessus. Donc, c'est pas banal ce qui s'est passé. Et moi, j'y crois profondément. Je crois profondément qu'avec la diversité présente dans la population, c'est important que le mouvement indépendantiste reflète cette diversité-là. Et je suis convaincue que ça peut être un fer de relance du projet de pays que de voir une diversité de points de vue avoir de la place dans ce mouvement-là pour recréer l'intérêt, parce que je pense pas qu'il faut se mettre la tête dans le sable et penser que tout est cuit et que tout est clair et que tous les Québécois, s'il y avait un référendum demain matin, voteraient oui. Il faut recréer cette étincelle, il faut recréer ce dynamisme autour du projet, et moi je suis convaincue quand lui-même, le processus de convergence peut nous amener à recréer cet intérêt, cette étincelle. C'est pas ça la fin en soi, là, c'est pas suffisant, mais déjà, vous voyez, Andrés le disait, François aussi, il y a un intérêt renouvelé. Les gens ont le goût qu'on en parle, les gens ont le goût de voir comment on peut y arriver, même les médias en parlent, alors que ça fait souvent, c'est difficile de les intéresser au projet indépendantiste. Fait que je pense que c'est pas banal, et c'est très important de se dire qu'il y a clairement un problème, parce que quand on regarde la dernière élection québécoise 2014, si on additionne toutes les voix des partis indépendantistes, on arrive à 34%, 25 PQ, 8 QS, autour de 1% Option nationale, ça fait 34%, alors que dans les sondages, il y a toujours à peu près 40% des Québécois qui se disent indépendantistes. Ça veut dire quelque chose, ça. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne votent plus en fonction de cet enjeu-là. Ce n'est plus ça qui est déterminant, mais ça veut aussi dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne se reconnaissent pas, comme disait aussi Andrés, dans les partis politiques indépendantistes. C'est pas surprenant. Il y a un tel taux de désaffection, de cynisme par rapport à la politique et aux partis politiques qu'il y a beaucoup de gens qui s'abstiennent, qui disent, ben, faites-nous rêver à nouveau, montrez-nous à nouveau ce que ça changerait dans nos vies, ce projet-là. Je pense qu'on a ce défi de pas, et on est un peu coupable, je pense, dans le mouvement indépendantiste, moi je peux parler pour moi, au Parti québécois, de peut-être trop souvent avoir présenté le projet comme un idéal un peu désincarné, un rêve, là, l'inaccessible étoile à atteindre et tout ça. Je veux dire, c'est un rêve, oui, c'est correct, il faut que le rêve reprenne sa place dans l'action politique, dans le discours politique, mais c'est aussi un formidable projet qui peut être excessivement concret et changer la vie des gens individuellement et collectivement. Alors ça, c'est un grand défi que nous avons, et moi je suis convaincue qu'une des forces qui peut sortir de l'union des entités indépendantistes, je ne parle pas de fusion, je parle bien d'union, ce n'est pas la même chose. La fusion, c'est justement de devenir un seul et même parti, c'est pas ça du tout qui est le projet ici, c'est de garder nos identités distinctes, mais de s'unir sur ce qui nous unit, sur ce qui nous rapproche. Et c'est le projet indépendantiste. Et oui, il va demeurer des divergences. On peut essayer de les atténuer, je vais y revenir, ou de voir d'autres points de convergence que la seule indépendance. Mais c'est ça qui nous unit. Alors, il ne faut pas penser que du jour au lendemain, on va tous être pareils, on va former un seul et même parti, qu'à l'Assemblée nationale, on ne s'obstinera plus jamais et que ça va toujours être l'harmonie parfaite dans une vallée d'arc-en-ciel et de licorne. Ça ne sera pas ça. Donc, je vous l'annonce tout de suite comme un grand scoop. On va continuer à avoir des divergences, mais je pense qu'il faut avoir la maturité et l'élévation politique de se dire que malgré ces différences-là, qui sont inhérentes au fait d'avoir différents partis, on est capable de travailler sur l'essentiel. 2 minutes. Alors, peut-être vous dire qu'un autre enjeu que je trouve important, c'est la confiance. Si on veut que les gens aient confiance dans le mouvement, il faudrait qu'entre nous, on se fasse confiance aussi.
et qu'on recommence à travailler. Et c'est ça, je pense, qui est formidable, juste de nous voir assis à une même table, et ça fait quelques fois qu'on le fait avec différents acteurs, c'est qu'on est capable, on a recommencé à se parler. Là, ça nous amène à dire, OK, comment on fait ça? Bien, d'abord, c'est en se parlant, c'est en essayant de rebâtir cette confiance-là qui, pour toutes sortes de raisons, s'est effritée entre les formations politiques. C'est en mettant la société civile à contribution, parce que moi aussi, je suis convaincue que le mouvement doit repartir de la base. On doit le sentir souffler dans notre cou. En Catalogne, vous savez que si les partis ont recommencé à travailler ensemble de la gauche à la droite, c'est parce qu'il y avait une volonté réelle de la société civile de dire « travailler ensemble, on a soif d'avoir quelque chose de commun ». Alors concrètement, ben moi je pense qu'un des enjeux, oui, c'est la feuille de route commune. Sous l'égide du Oui Québec, il y a une table de discussion qui a été réactivée. Dans le plan d'action du Oui Québec, il vise à ce qu'on puisse travailler sur une feuille de route. Ça veut dire une démarche commune vers l'accession à l'indépendance. Et hier, j'entendais M. Fontessia faire cette sortie en disant « Voici, nous, au cœur de la démarche, il y a la constituante. Quelles sont les démarches des autres partis? » Je pense que la nôtre, elle est dans le programme actuel et ça va peut-être en surprendre quelques-uns. Mais la constituante, elle est dans le programme du Parti québécois. Alors, c'est l'accession à la souveraineté par un référendum, l'adoption d'une constitution et, oui, la constituante avec tous les secteurs, j'ai droit à 1 minute de grâce s'il vous plaît, avec tous les secteurs de la société. Donc, c'est là. Sauf que nous, ce programme-là va être revu à notre congrès de 2017. Et moi, ce que je trouve formidable de se parler maintenant, c'est qu'on peut s'influencer mutuellement. Nous, on tend la main pour pouvoir travailler ensemble sur la feuille de route commune et donc de dire qu'est-ce qui est fondamental pour un et pour l'autre et comment on peut y arriver. Donc, il faut, oui, dire de où on part, mais il faut surtout travailler. Je pense que c'est très porteur sous l'égide du Oui Québec et c'est très porteur aussi de faire des activités publiques communes, pas juste en convaincus, mais sur des thèmes comme on va le faire sur Énergie Est, d'aller à la rencontre des gens sur les enjeux qui les touchent et d'amener des gens qui sont non convaincus à venir nous entendre. Pythagore disait, en terminant, je vous couperai mon 5 minutes de réplique, Pythagore disait en terminant que le commencement, c'est la moitié du tout. Alors moi, je pense que ce qu'il faut, c'est commencer, recommencer à se parler et déjà, c'est de bon augure pour la suite des choses. Merci beaucoup. Non seulement je vous coupe de 15 secondes, mais je vous rajoute 5 minutes. Fait que si jamais vous voulez réagir, mais c'est pas nécessaire, là, mais si vous voulez réagir à ce qui s'est dit, vous avez une petite 5 minutes juste de réaction. Fait que vas-y, François. Je sais pas ce que le monde en pense, mais ce que mes collègues en pensent, mais moi je suis vraiment intéressé à entendre les questions des gens. On pourrait passer tout de suite aux questions des gens, puis je sais pas ce que tu en penses. Je suis vous. S'il y a consensus, s'il y a convergence, moi Ça commence maintenant. En Mauricie, c'est là que ça part, même le début du Québec a commencé un peu en Mauricie, fait qu'on est la deuxième ville francophone au Québec. Fait qu'écoutez, on va passer, merci beaucoup en passant pour votre capacité de synthèse en 10 minutes. Je comprends que je vous déchire. Bon, écoutez, les conférenciers en passant, ils sont en avant, ils ne sont pas dans la salle. Fait que là, un petit message comme ça. Fait que vous posez des questions, vous pouvez faire des commentaires. Mais je vous avertis, quand ça va dépasser 1 minute et demie, je vais vous interpeller. Fait que, de la façon que ça fonctionne, vous levez la main, puis j'ai une bonne vue. Ça va? 1, 2, on commence. Mon nom est Michel Marin, je suis au Parti québécois, bien sûr. La question, elle est pas compliquée. Le mode de scrutin, présentement, ne nous avantage pas. Et c'est pas M. Couillard et son gouvernement qui vont nous faire la faveur d'avoir le mode de scrutin à la proportionnelle. Alors, à partir de ça, c'est un des 3 partis qui devra être élu. On sait bien qu'il va falloir que tout le monde se rallie dans un parti, là, parce que déjà là, c'est compliqué. On a 40%, mais ça en prend plus que ça. Alors, c'est ça la question.
petite blague, je vous donne 2 minutes. Je répondrais non à votre question. S'il y avait une question ou non, je ne me rappelle plus exactement dans la formulation. Mais Mme Yvon l'a bien expliqué. Ici, la question, c'est pas de s'unir dans un seul parti. Je comprends très bien ce qui est le problème avec notre mode de scrutin en ce moment. Je le comprends très bien. Mais il y a une façon de créer une coalition multipartite en ce moment, je crois. Ça va être difficile, mais il y a une alliance électorale qui est possible. Ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être une coalition multipartite dans laquelle, bon, il y aura une alliance, premièrement, comme je l'ai dit, la première étape, c'est d'avoir une feuille de route, un projet commun dans lequel il y a 2 trucs qui retenaient, la méthode d'accession à l'indépendance. Là, on sait que dans les 3 partis, il y a l'Assemblée constituante, puis en plus, on est 3 partis relativement de gauche. Je pense que le projet social qui va suivre après, les lois qu'on voudra mettre de l'avant, qu'on voudra voter dans un premier mandat, qui va s'inscrire dans la feuille de route, je pense que ça pourrait ne même pas être un problème. Ça sera l'alliance électorale. Et à ce moment-là, ça peut prendre plusieurs formes. Je vous avoue que ça pourrait être très complexe, mais tu sais, grosso modo, on pourrait bloquer des... là, je sais pas si je fais bien de m'embarquer là-dedans. Hein? Ouais. Donc, tu sais, ça peut prendre plusieurs formes. Mais rapidement, on pourrait bloquer les circonscriptions. En fait, l'important, c'est de garder nos acquis. Hein? Québec solidaire a 3 députés. C'est important de bloquer ces partis-là, par exemple. Ces comtés-là. Donc, chacun des partis pourrait garder leurs acquis. Et par la suite, ce serait les autres comtés qu'on pourrait se mettre à négocier. Puis il y aurait quelques comtés. Il y a des articles super intéressants de M. Daou, Jean Daou, M. Monnière, Denis Monnière, qui est président de la commission politique d'Option nationale, qui a tenté quelque chose. Je pense que le texte même a circulé. C'est une des possibilités, bloquer certains comtés, dire OK, il y a juste des gens du Parti québécois qui se présentent dans ces comtés-là, car ils doivent garder leurs acquis. Il n'y a que des gens de Québec solidaire qui se présentent dans Mercier, qui se présentent dans Gouin. Et là, parce qu'ils doivent protéger leurs acquis, peut-être vous allez faire un cadeau à Option nationale. Et donc, je pense qu'il y a possibilité, si on va se mettre à la table, on va être de bonne foi, puis je pense qu'il y a possibilité de faire quelque chose. Ça va être compliqué, mais je pense que c'est possible. Donc, c'est ça. Merci. Andrés, puis après Mme Yvon. On prend la même... même le même rang. Ils m'ont dit ça. Si entreprendre les dialogues, c'est la moitié du chemin, disons qu'il reste 2 autres étapes qui sont... Tout d'abord, c'est la convergence. Disons que ça va être un cadre supplémentaire. Et moi, je sépare la question de la convergence de la question des alliances électorales. Une chose, c'est de mettre des assises pour ce que j'appelle une certaine communauté de vue sur des sujets essentiels, et d'autre part, c'est la mécanique électorale elle-même. On vit dans un pays qui a une loi électorale qui défavorise, qui impossibilite, en fait, la question de la formation des coalitions électorales ou des pactes électoraux. C'est comme ça. Moi, avant de m'embarquer dans cette mécanique-là, et comment qu'on peut faire pour contourner sans s'effacer en quelque sorte, surtout du point de vue des petits partis, comme les nôtres, avant de s'embarquer là-dedans, peut-être qu'il faudrait tenter, encore une fois, d'ici 2018, réformer les modes de scrutin. On en parle depuis des années, mais des fois, il y a une configuration des astres qui est relativement nouvelle et qui favorise l'émergence ou de mettre sur la table ces débats-là. Je ne veux pas parler du fédéral, mais on sait qu'il y a un gouvernement fédéral qui a promis à tout le moins de réformer les modes de scrutin. Ça ramène cette question-là à l'opinion publique. On a un parti sur la scène provinciale, la coalition Avenir Québec, qui récemment s'est prononcée pour la réforme du mode de scrutin. C'est tout, comme on dit en bon québécois, des pognes qu'il faut saisir pour faire avancer cette question-là. Dernièrement, M. Pierre Calpelado, je crois sous votre impulsion, Mme Yvon, s'est prononcé dans ce sens-là. Donc, on est en train d'avoir
au moins une coalition de facto à l'Assemblée nationale, et sans parler d'Option nationale, dont je pense que vous êtes d'accord, et toute une série de groupes dans la société civile, parce que c'est un mouvement social fort qui veulent une réforme du mode du scrutin d'ici 2018. Donc, à l'Assemblée nationale, il y a un seul parti qui n'en veut pas, c'est le Parti libéral. Et pourtant, le Parti libéral sous Charest, avait déjà entrepris une démarche très sérieuse avec le directeur général des élections pour avancer vers la réforme du mode du scrutin. Moi, je crois qu'il y a là une opportunité qu'on doit saisir et pour pousser la possibilité d'une réforme du mode du scrutin d'ici 2018. Peut-être que ça ne marchera pas, mais on est obligé d'essayer. Oui. Une des raisons, vous savez pourquoi je sais que c'était pas exactement ça la question, on va y revenir, mais pourquoi la réforme du mode de scrutin, c'est quelque chose d'important, c'est parce que c'est une manière extraordinaire, au-delà des mérites en soi, mais de redonner confiance aux gens dans leurs institutions et dans leur processus démocratique. Et la confiance, elle est tellement mise à mal que moi, je suis obsédée de ça. Mais pour moi, ce combat-là, pour rebâtir le lien de confiance entre la population et ses institutions, il doit être intrinsèquement lié à notre combat pour l'indépendance, parce que comment voulez-vous mettre de l'avant un projet aussi collectif qui passe quand même autant par le politique si les gens sont complètement désabusés et se méfient de leurs institutions politiques? Alors, pour moi, c'est un moyen puissant pour y arriver. Ceci dit, vous avez raison de dire, mon Dieu, d'ici 2018, on va-tu y arriver? Moi, je pense qu'il faut tout faire pour mettre de la pression pour que cet enjeu-là revienne à l'avant-scène, mais malheureusement, on a vu la CAQ faire une sortie il y a 2-3 semaines et tout de suite, le Parti libéral a fermé la porte à cet enjeu-là. Donc, en même temps, on peut avoir de l'espoir, mais être réaliste. Moi aussi, je distingue beaucoup, parce que vous dites qu'il va falloir un seul parti. Moi, dans un premier temps, je pense qu'il faut distinguer alliance électorale de volonté de convergence. Il ne faut peut-être pas fermer la porte maintenant à l'alliance électorale, mais comme je disais d'entrée de jeu, si on commence en parlant de ça, c'est la meilleure recette pour l'échec. On n'y arrivera jamais. On ne se parle même plus depuis un bon moment. On ne sait pas ce qu'on est capable de mettre en commun, où on est capable de se rejoindre sur la feuille de route, le processus, sur certaines grandes idées. Alors, commençons, et l'appétit peut venir en mangeant, mais il faut commencer. C'est pour ça que je suis obsédée par le commencement, mais il faut se donner cette chance-là et de voir jusqu'où ça peut arriver. Vous savez, Québec solidaire dit souvent qu'ils n'ont pas de mandat pour des alliances électorales. C'est la même chose au Parti québécois. C'est pas quelque chose qui a déjà été formellement discuté ou tout ça, mais on peut se donner du temps et voir, mon Dieu, peut-être qu'on va, dans 2 ans et demi, vouloir arriver jusque-là. Mais l'idée, c'est de voir autant sur, moi j'appelle ça la forme et le fond, le processus d'accession à l'indépendance, comment on est capable de se rejoindre. En Catalogne, ça a été l'élément qui a fait en sorte que les partis ont été capables de se parler et d'avancer ensemble, même s'ils ont gardé des points de vue très différents. Et je sais que pour Québec solidaire, qui a une vue un peu différente sur l'indépendance que juste un projet en soi pour la liberté, mais qui est vraiment aussi un projet, comme ils disent souvent, un pays de projet, donc quelque chose, je sais que pour eux c'est important qu'il y ait quelques éléments qui fassent en sorte que si on veut aller aussi loin que ça, on puisse se dire qu'il y a des éléments autres qui nous rejoignent ou des contours du pays qu'on est capable de tracer ensemble. Comment un Québec-pays serait différent d'un Québec-province avec certains grands enjeux. Et je pense qu'il faut se donner toute cette ouverture-là, mais on n'arrivera pas, je vous le dis, c'est mon grand scoop du jour, on n'arrivera pas à être un seul et même parti. C'est pas ça l'objectif non plus. Je pense que ce serait de faire fausse route. Les gens ont soif de diversité et c'est ça qu'on leur offre, mais ça ne veut pas dire que d'ici 2018, il ne peut pas y avoir des choses intéressantes qui se passent et qui changent aussi le paysage. Merci. Un là, un là, un là, un là, un là. Mais là, vous voyez à quoi que ça ressemble, là? La convergence des forces indépendantistes va demander que les troupes partisanes s'unissent pour la réaliser et on doit faire confiance à nos troupes. Moi, ma question s'adresse à M. Andrés. J'ai en fait une priorité, le pays du Québec, mais la rumeur court que la moitié de vos troupes ne voteraient pas oui à un référendum. Pouvez-vous me rassurer, s'il vous plaît? La rumeur. Ça vient d'un sondage du mois de novembre dernier.
je ne sais plus quelle firme, qui posait la question aux répondants qui déclaraient une préférence pour Québec solidaire, s'ils allaient voter pour l'indépendance du Québec, et il y avait 50%, etc. Et ça a été largement colporté par la meute journalistique, alors qu'ils ont oublié d'ajouter un élément essentiel de cette question-là. La question était, êtes-vous favorable à l'indépendance du Québec telle qu'est proposée par les partis québécois? Évidemment, un grand nombre de personnes qui déclaraient une sympathie pour Québec solidaire ont dit l'idée de l'indépendance telle qu'est proposée par les partis québécois, nous, on n'y adhère pas. Ça fait partie de la pluralité politique. Donc, voilà, c'est essentiellement cela. Et une large part des gens qui déclarent une sympathie pour les idées de Québec solidaire, c'est des indépendantistes. Mais c'est des indépendantistes, encore une fois, et peut-être nous particulièrement, je ne sais pas, mais des indépendantistes qui ont besoin d'un sens à l'indépendance. Pourquoi qu'on l'a fait? Vers quel but on s'en va et on se dirige? Quel est le pays que nous voulons construire? L'indépendance pour la liberté, c'est bien, mais on a besoin de beaucoup plus. Et ce n'est pas le cas seulement des solidaires. J'entendais il y a quelques temps, pendant une campagne électorale, un monsieur qui disait toujours « Je suis indépendantiste », un monsieur qui avait une ferme. Mais aujourd'hui, je me pose de sérieuses questions. J'entends ma retraite, où il était tout proche de la retraite, et je me pose la question, si indépendance il y a, que va-t-il arriver à ma retraite? Des questions très très concrètes qui sont légitimes. Et les mouvements indépendantistes, qu'ils soient à Option nationale ou par le Parti québécois à Québec solidaire, on est obligé, on a la responsabilité de répondre à ces questions-là. Que va-t-il arriver avec les pensions? Que va-t-il arriver avec la monnaie commune, les passeports, notre politique étrangère, etc., etc. On a besoin de donner un sens à l'indépendance parce qu'il y a beaucoup de gens dans le mouvement indépendantiste pour qui, oui, l'indépendance en soi, c'est une valeur très importante et qui vaut la peine de se mobiliser et de voter oui à un référendum. Mais il y a beaucoup de gens au Québec là, qui ont besoin de beaucoup plus que ça. C'est à ces secteurs-là que nous devons nous adresser en particulier. Oui, bonjour. Oui, ça fonctionne. Donc, bonjour, merci. Quand vous parlez de convergence, c'est de la musique. Quand vous parlez que vous placez la souveraineté au-dessus de tout, ben pour moi, c'est une symphonie. Donc, la question que je me pose, aux discussions, OK? Nous, on a passé certaines étapes et souvent, on s'est dit ensemble, la maison, on la veut, décidons quelle maison que l'on veut, puis on veut la maison de la souveraineté. Par contre, chacun va devoir mettre de l'eau dans son vin, parce que si on se discute sur des points trop pointus, j'ai l'impression qu'on peut encore se diviser. Est-ce que chacun d'entre vous allait être prêt à mettre de l'eau dans le bas de vin pour qu'on puisse ensemble décider de la maison que l'on veut et non pas la couleur du salon? C'est juste ça. Je peux répondre à cette question. Je pense que la discussion a fait le tour de beaucoup de choses. On a beaucoup plus en commun que de divergences, je crois. Premièrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les méthodes d'accession à l'indépendance, je pense que ça ne serait pas un problème de mettre une méthode d'accès à l'indépendance en commun. Je pense que ça serait relativement simple. Pour le reste, le mode de scrutin, c'est aussi un élément qu'on pourrait mettre dans la feuille de route. Dans notre programme commun ensemble, on est tous d'accord avec ça. Puis même quand on se met à faire les déclinaisons, je pense qu'on est un peu dans une part de proportionnel. Donc on est tous d'accord là-dessus. Et pour le projet social, pour aller encore plus loin, pour donner un sens, pour démontrer que l'indépendance du Québec va faire une différence dans la vie des gens, tout en répondant, comme M. Fontecchio l'a dit, aux préoccupations de certaines personnes. Ça aussi, je pense que ça va peut-être là que ça va échapper un peu plus, mais je pense qu'il y a quand même des choses à mettre en commun. Je pense qu'on pourrait se mettre d'accord sur des lois d'un point de vue social, parce que nous sommes tous des partis relativement de gauche, puis je pense que ça aussi, ça va faire partie du projet commun. Donc, je pense que ça va être relativement facile de mettre de l'eau dans notre vin parce qu'on a beaucoup plus en commun qu'on pense.
Non, OK, c'est bon. C'est bon. Juste peut-être pour rebondir sur... c'est vrai qu'il y a des différences entre nous sur, je dirais, la manière dont on voit l'indépendance. Puis je dirais, il y a même des différences à l'intérieur de nos partis. Au Parti québécois, par exemple, il y a souvent ce débat-là, l'indépendance en soi ou l'indépendance plus à gauche ou au centre à droite. Donc, il y a quand même ces discussions-là au sein même de nos partis. Et moi, je pense que l'idée, ce n'est pas de dire, OK, on est tous pour... Franchement, comment ça se fait que Québec solidaire, eux autres, ils n'arrêtent pas de dire, oui, mais pas un pays n'importe comment, un pays comme moyen pour atteindre tac, tac, tac. Puis là, il y a des gens qui disent, mais non, c'est pas le même. L'indépendance, c'est une valeur en soi, c'est l'autodétermination d'un peuple, c'est notre liberté. Puis après, on décidera si on est à gauche, au centre ou à droite. Mais c'est quoi le problème qu'il y ait les deux points de vue? Je veux dire, il y a des gens dans la société qui peuvent vouloir l'indépendance en se disant on peinturera tous les murs et on décidera de tout ça après. Mais il y en a qui peuvent dire non, nous on la veut pour porter tel projet plus spécifique et tout ça. Vous savez, en Écosse, c'est le SNP qui avait le leadership, mais il y avait toutes sortes d'autres mouvements, des grassroots qui venaient de la base, d'autres formations qui n'avaient pas exactement les mêmes vues, mais qui s'unissaient pour la question de l'indépendance. Ceci dit, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler aussi sur de ces enjeux-là, si ça peut nous rapprocher, parce qu'on sait que pour Québec solidaire, il y a des choses très importantes, pour Option nationale aussi, pour nous aussi. Donc, l'idée, c'est de ne pas se fermer de porte. Mais moi, des fois, ça, c'est quelque chose qui me dérange de dire « Ouais, mais c'est pas pareil, là, il y en a, il faut tout que le projet soit déterminé de A à Z, alors que c'est la liberté en soi. » OK, mais c'est pas grave. Justement, la diversité de points de vue, ça va nous permettre de rejoindre plein de gens. Alors, ça, pour moi, c'est important. Et je pense qu'en soi, on voit aujourd'hui que oui, on est tous capables de se parler. Quand Québec solidaire, hier, a dit qu'ils espèrent que l'indépendance soit un enjeu important de la prochaine élection, bien, je pense que ça nous a réjouis autant, nous, qu'Option nationale. Donc, c'est une manière aussi de dire, bien, pour les autres, c'est important, donc on va le dire. Ceci dit, pour eux, la constituante, c'est fondamental, on en prend bonne note. Donc, je pense qu'on est dans ça, on est dans l'ouverture, puis il faut surtout continuer à se parler pour que l'ouverture devienne de plus en plus grande, mais surtout les résultats arrivent aussi. Très rapidement. Évidemment, pour arriver à une forme de coalition, à une convergence, il faut mettre de l'eau dans notre vin. Mais il faut que notre vin goûte quelque chose à la fin, que ce soit pas juste de l'eau. Donc, il est nullement question de faire en sorte que tout notre programme va être accepté par l'autre, etc. Sinon, on ferait un parti unique. Et puis, voilà. Je pense que, vous l'avez dit, Madame Yvon, on n'en est plus là. Par contre, il est important d'identifier un certain nombre de choses qui nous paraissent fondamentales. On ne doit pas effacer notre identité. On ne doit pas dire on n'existe plus pour la convergence ou pour la coalition ou pour l'unité. Non, on continue à exister. Et c'est ça la richesse de la politique. On doit continuer à exister, à apporter ce qui nous paraît fondamental. Dans un autre panel où on avait été ensemble, on disait qu'il fallait séparer l'essentiel de l'accessoire. Et ce que nous, à Québec solidaire, nous sommes en train de faire, c'est justement cela. Séparer l'essentiel, identifier les éléments qui nous paraissent constitutifs à notre projet. Au-delà si nous renonçons à ces éléments-là, nous renonçons à notre identité. Mais on est en train en même temps de dire tout le reste est accessoire, on peut négocier, etc. Je lisais la semaine dernière, il y a 2-3 semaines, les négociations qui ont lieu en ce moment en Espagne entre le nouveau parti de gauche Podemos et le parti socialiste pour éventuellement former un gouvernement. On n'est pas du tout dans la même réalité. Là-bas, chaque parti arrive avec des documents de 100, 120, 140 pages qui couvrent tous les domaines de l'action gouvernementale pour dire on fait un gouvernement mais pour faire cela. Véritablement un programme commun. Évidemment, là-bas, le système électoral permet ce type de négociations-là. On est loin de cette situation-là. Nous, ce que nous demandons, c'est entendons-nous au moins. Peut-être pas dans la virgule, peut-être pas dans le détail, mais réussissons à faire ce que j'appelle une certaine communauté de vue sur certains sujets qui sont essentiels pour vous et pour nous. Juste avant de continuer, Alain,
Il y avait quelqu'un qui avait le vent avant. Oui, ici, ça va. Ah, c'est toi qui avais le vent. OK, c'est beau. Alain. Non, Alain. Attends, écoute, après Alain. C'est bon? Oui, c'est toi, Alain. Bonjour, Alain Gagnon. Donc, on parle de convergence aujourd'hui, et je suis content de voir les trois partis au moins commencer à en discuter. Alors, je suis content que moi, je le vois plus comme on est au stade de séduction, de voir, mettons, si on peut s'entendre, quelque chose comme ça. Il reste quand même que j'ai hâte de voir concrètement comment cela va se traduire sur le terrain. C'est sûr qu'on parle de la réforme de mode électoral pour la prochaine élection, mais c'est loin d'être fait. Il reste quand même que, comme souverainiste, parce que j'ai toujours été souverainiste et je vais continuer de l'être, je regarde les sondages et je regarde en même temps que je vois qu'il y a 40% de souverainistes, 40% qui sont fédéralistes, je pense pas que je change d'idée, il y a 20% qui changent d'un bord puis de l'autre. Parfois on a 2% de plus, 3% de plus, 4% de plus, mais il reste quand même que parmi les 40% qu'on a, il reste quand même qu'on réussit à avoir 3 partis politiques au Québec qui se partagent le vote et ça fait en sorte que depuis plusieurs années, le Parti libéral se maintient au pouvoir sans trop de problèmes. Et alors, j'ai hâte de voir comment ça va se traduire sur le terrain pour la prochaine élection, sachant ce fait-là, parce que j'ai hâte de voir des faits concrets, comment ça va se traduire. Parce que c'est sûr que si j'étais fédéraliste présentement, et de voir finalement que le côté souverainiste réussit à avoir 3 partis, et parfois 4 partis, avec un 40% de vote, et qui fait en sorte là, que ça me rassurait, autrement dit, sur le fait que je risque d'être élu longtemps, sachant que les forces souverainistes se divisent présentement au niveau des partis. Alors, c'est sûr que présentement, je n'ai pas les réponses concrètes comme je voudrais les entendre. J'entends parler d'assemblée constituante, de stratégie, de tout ça, mais il reste quand même que concrètement, j'ai hâte de voir comment ça va se traduire, parce que dans l'état actuel des choses, je ne sais pas comment que, je vois pas comment qu'on va réussir à prendre le pouvoir, parce qu'il faut prendre le pouvoir. Parce que si on ne prend pas le pouvoir, comment voulez-vous qu'on fasse la souveraineté si on ne réussit pas à prendre le pouvoir en tant que souveraineté? Peux-tu commencer là-dessus? OK. Bien, en fait, ce que vous voudriez aujourd'hui, puis je le comprends, c'est que vous voudriez la recette. Puis vous voudriez qu'on vous dise, voici, ça va être ça. Mais la recette, on va la faire ensemble. Donc aujourd'hui, ce serait difficile de vous dire, voici la recette pour qu'en 2018, on arrive en même temps à mettre de l'avant la question de l'indépendance, que ça devienne un enjeu clé du vote. Il n'en tient qu'à nous. Hein? On a ce fardeau-là sur les épaules de faire en sorte que ce soit la question fondamentale ou une des questions fondamentales de la prochaine élection. Et on pourrait tous vous dire notre point de vue, mais l'idée de la convergence, c'est pas simple, mais c'est de travailler la recette ensemble. Et c'est de dire comment nous, on voit qu'on peut y arriver. Moi, je pense que 2018, pareil, vous voudriez peut-être qu'on vous dise, ben, on va s'allier électoralement, on va faire un partage de circonscriptions, on va faire des investitures uniques, on va faire des primaires ouvertes. Mais moi, je suis peut-être bien fatigante avec ça, là. Mais si on se parle de ça maintenant, il n'y en aura pas de ça. Je veux dire, il faut d'abord se parler avant de se parler d'alliance. Je veux dire, c'est ça le défi, c'est de voir comment on est capable de travailler et de voir est-ce qu'on va arriver à ça, est-ce que ça va être des alliances, est-ce que... Moi, je pense que l'imagination peut être extraordinaire. Quand il y a beaucoup de bonne volonté et de bonne foi, on peut arriver à des solutions en 2018, mais il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs. Je comprends que ça peut être frustrant. C'est la première question. Les journalistes, là, quand ils nous parlent de convergence, ils ne nous parlent pas de convergence, ils nous parlent d'alliance électorale. Mais là, comment vous allez faire ça? Allez-vous céder des comtés? Et là, un instant, là, on est en train de travailler. Puis on a 2 ans devant nous. C'est peu, c'est beaucoup en même temps. C'est pour ça que je dis qu'il faut commencer tout de suite. Mais il faut se donner les chances d'avancer ensemble et de voir jusqu'où on peut aller. On est tous conscients de ça. Il n'y a personne ici qui veut que les libéraux soient réélus, c'est certain. Et moi, je pense qu'on est capable aussi, à la prochaine élection, de faire un lien entre indépendance et austérité. Alors, parce que si on les avait tous, nos leviers, si on avait tous nos pouvoirs, on ne serait pas pris à gérer le Québec avec la moitié d'un budget, la moitié des leviers économiques et d'être pris à faire des décisions épouvantables dans ce qui touche le plus les gens et d'être dans ces obsessions-là. Puis bon, alors, je suis certaine qu'il y a un lien clair qu'on peut faire. Mais tout
tout ça, il faut le bâtir ensemble. Donc, la recette, il va falloir la trouver ensemble. Puis je dis ensemble, nous, mais c'est ensemble, vous et société civile, qui devez nous aider aussi à avancer là-dedans. Et vous avez une force incroyable aussi pour nous dire qu'il faut avancer là-dedans ensemble. Évidemment, tout à fait d'accord, Madame Yvon, il est un peu prématuré, non seulement prématuré, non productif de se mettre à parler d'alliance électorale dès maintenant, parce que ça va faire capoter n'importe quel dialogue. Évidemment, les journalistes veulent savoir, ah, vous allez faire un pacte électoral, ah oui, quel comté vous allez donner, quel comté vous allez recevoir. Vous connaissez comment la dynamique, comment ça marche, là. Il est complètement improductif de se lancer dans cette discussion-là. Et maintenant, on va y arriver. Comment, là, justement? Il faut faire la recette de façon collective, tout le monde ensemble. Ceci dit, la politique n'est pas, les faits de voter, les comportements électoraux n'est pas une question d'arithmétique. Il ne s'agit pas de dire, ah, à la dernière élection, tel parti a eu tel pourcentage, tel parti a eu tel pourcentage. Ah, tiens donc, comme des blocs de Lego, on va les mettre ensemble, puis on va les mesurer. Ah, waouh, ça pourrait être plus élevé que l'autre, etc. L'électeur, l'électrice ne vote pas nécessairement comme ça. C'est pas parce qu'il y a un parti qui disparaît d'un comté que l'électeur qui votait pour ce parti-là va voter automatiquement pour l'autre. Disons que l'être humain est un petit peu plus complexe que l'arithmétique, à tout le moins. Et même là, si on arrivait à dire, ok, aujourd'hui, on efface toutes les différences, on maintient les étiquettes, mais au fond, c'est toute la même gang, on fait un seul parti, là, nous trois, là, est-ce qu'on va y arriver au compte? Et puis on a tendance à oublier un autre acteur, là, parce que les fractionnements du mouvement souverainiste, là, ce n'est pas la faute de seulement François David et Amir Kazir qui ont eu la bonne idée, ou de Jean-Martin Hossan qui ont dit « Ah, nous, on va se séparer parce qu'on est, on est des secteurs. » Non, ça correspond aussi à des réalités sociologiques, à des réalités électorales. L'électorat aujourd'hui est fractionné. La première preuve de cela, c'est la coalition Avenir Québec. Là, si on arrivait à se fusionner, mettons, on fait ce scénario-là, on additionne nos trois votes, peut-être qu'on n'arriverait même pas au compte. Parce que justement, allons voir combien de gens votent pour la CAQ. Loin de moi de dire qu'il faut inclure la CAQ dans notre... parce qu'ils ne sont pas des indépendantistes. Mais pour moi, c'est des nationalistes autonomistes, là, un petit peu trop à droite, là, pour moi, là, bon. Mais ce n'est pas des indépendantistes, donc ils ne font pas partie de la CAQ, comme ça. Hein? Mais c'est quand même des gens là, qui arrachent des votes. Des fois au Parti libéral, des fois au Parti québécois, des fois à nous. Mais, oui, tout à fait. Bon, un autre sujet. C'est ça. Ce que je veux dire, c'est que l'électorat en lui-même, il est fractionné. Et l'existence de nos partis politiques là, correspond à ce fractionnement-là. Et une des expressions de ce fractionnement-là, c'est par exemple la CAQ. Oui, très intéressant. Effectivement, l'enjeu de l'incertitude par rapport à l'électorat, puis comment que l'électorat va réagir, pas juste à une fusion, aussi à une coalition, peu importe la forme que ça pourrait prendre. Regardez, la CAQ, c'est un bon exemple, parce que la CAQ, quand ils ont gobé l'ADQ, pensaient se ramasser avec les électeurs de l'ADQ, ils se sont ramassés avec beaucoup moins. Ou un meilleur exemple, encore plus bizarre, je dirais, Bernie Sanders. Ses électeurs, si c'est Mme Clinton qui se présente, il y aurait une bonne partie des gens qui voteraient Bernie Sanders, qui voteront peut-être Trump aux prochaines élections, selon le sondage. Donc, c'est quand même spécial. Par rapport à son caractère, pas par rapport à ses idées politiques nécessairement, mais par rapport à sa façon, son côté, sa critique finalement du gouvernement. Moi, je pense, pour répondre à votre question, là, par rapport à moi aussi, je suis un pressé. On m'a toujours dit que je suis un pressé, donc j'assume très bien. Puis, il y a un lien à faire. Il faut faire le lien entre notre projet, notre feuille de route, ce qui fait qu'on converge, et l'alliance électorale. À mon sens, il y a un lien à faire, mais effectivement, il faut prendre le temps de faire les choses. Il faut absolument discuter de ce qui fait qu'on veut converger, de notre projet commun. Puis c'est la première étape, puis elle est fondamentale, puis on ne peut pas passer par-dessus ça. Cependant, il reste seulement 2 ans,
à la prochaine élection. Il faut faire entériner ce genre de propositions-là par nos congrès respectifs. Il va falloir s'y mettre. Donc, il va falloir, c'est bien qu'on discute comme ça, mais à un moment donné, il va falloir agir. Merci. Il me reste 4 personnes. Si on veut finir à midi et quart, midi et demi, hein, vous êtes heureux comme ça? Ouais, vous savez ce que ça veut dire pour les autres? Vous faites de l'exercice chez vous. J'ai une suggestion. Oui? Il est peut-être les prendre. Les 4 en même temps? On va noter nos trucs. Absolument. Ah ben, je trouve que vous avez de l'expérience. Je vais me recycler en modératrice. Oui, oui, oui. Il y a Lucie, il y a vous, il y a Jean-Claude, puis il y a vous. Bon. Ceux que j'ai nommés par leur nom, c'est pas parce que c'est des questions piantées, c'est parce que je connais la moitié de la salle. Oui, oui, ça marche. Bon, moi, par rapport à ce que beaucoup de gens disent ici, il y a une question que j'ai commencé à me poser dernièrement. Quand est-ce que nous, les indépendantistes, on a commencé à concéder 40% des votes aux libéraux? Pourquoi est-ce que ça serait immuable, ça? Moi, je comprends pas qu'on n'essaie pas d'aller chercher la moitié de notre peuple. Ça, je comprends pas ça. On se divise, mais en même temps, on leur concède la moitié du peuple. Ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, quand on fait des calculs électoralistes, c'est ça. 40% du monde vote libéral. Ouais, pourquoi? On pourrait peut-être aller chercher là. Il y a peut-être quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Ils sont en commission Charbonneau, ils se font arrêter par la police. 40% du monde vote libéral. Mais c'est pas immuable, ça, me semble. Je veux dire, il faut aller chercher tout notre peuple, là, hein? Pas juste ceux qui nous entrent, là. Et puis, en même temps, je veux dire, je vous entends, il y a une partie de rêve pour la souveraineté, mais on a besoin d'une partie d'assurance. C'est normal. Moi, j'ai vu l'évolution des différents référendums de la question nationale au Québec. Dans les années 80, référendum de 80, c'est on va faire l'indépendance, puis on va changer le monde. En 95, c'était on va faire l'indépendance, mais quittez-vous pas, ça ne changera rien. Vous allez avoir vos pensions, vous allez avoir. Fait que quand on changeait le monde, on ne changeait rien. Il me semble qu'il y a un bout qu'on a perdu entre les deux, là. Puis moi, je reviens à ça, je me demande, bon, la population vieillit, on a besoin de plus d'assurance qu'on vieillit. Il y a ça, mais au-delà de ça, là, je veux dire, je pense qu'on n'a pas pogné le milieu, l'étincelle et la sécurité en même temps. Puis ça, j'aimerais ça qu'en tant que convergent, on se penche sur ce genre de questions-là. Puis aussi, d'arrêter de donner la moitié de nos votes à la CAQ et aux libéraux. Pourquoi ils ne se divisent pas, eux autres? C'est bon? Allô? Oui. Alors bonjour, monsieur et mesdames. Mon nom est Serge Auvin. Je suis membre du PQ Trois-Rivières. Ça fait très longtemps que je suis au Québec, depuis 1965. Et je me suis beaucoup battu contre les politiques libérales, contre les réfugiés politiques à l'époque. C'était les Haïtiens expulsés par le régime de Duvalier, dont j'étais un de tout ce monde. Et j'ai vu évoluer la politique au Québec. J'ai vu que les libéraux, ils ont mis la même mise sur le Québec. Et à chaque fois qu'ils sont au pouvoir, il y a une déconstruction systématique que je fais. Ce qui risque de nous arriver si nous n'y sommes pas, nous risquons de nous retrouver en arrière de 50 ans. Parce qu'on regarde comment les coupures avec brutalité tombent avec toute la force des libéraux sur les secteurs communautaires, sur la population, sur la santé, etc. Donc, nous avons tous, toutes les partis politiques, que ce soit Option Nationale, Parti québécois, Parti Québec solidaire, et les organisations syndicales, les organisations communautaires qui se battent depuis toujours pour améliorer le sort de la population. Comment peut-on nous assurer que les libéraux ne reviendront jamais au pouvoir? La question se pose. Parce que c'est un grand risque que les libéraux restent au pouvoir. Nous devons nous assurer, à partir de cette convergence, travailler, à mon avis, dans un agenda, durant 2 ans, on a affaire 2 ans, d'établir les préoccupations, comme c'est soulevé par plusieurs d'entre vous, chacun d'entre vous ont souligné ces points, de retrouver les points communs qui nous animent pour l'indépendance.
les points communs qui nous allient avec les revendications populaires dans la population du Québec, sur lesquelles nous devons mobiliser la population si nous voulons la faire aboutir à l'indépendance du Québec. Donc je voudrais vous demander, avez-vous un plan durant 2 ans de calendrier pour établir des politiques communes que la population priorise la population, de façon à les mobiliser, et pouvons-nous, dès maintenant, éventuellement, avec de l'eau de ce calendrier, établir un plan de gouvernement. Nous devons établir un plan de gouvernement à la fin. Si nous voulons prendre le pouvoir, nous ne voulons pas prendre le pouvoir, c'est après qu'on va discuter comment on va diriger le Québec. Il faut tout de suite qu'on établisse une politique générale sur la santé politique, sur la santé publique. On s'entend. Quelle politique nous allons adopter sur la santé publique, de façon pour ne pas séparer et diviser le gouvernement après. Nous devons nous arranger pour que nous fassions des concessions, pour que les ministères qui seront là seront établis et proposés à des membres de différents partis, de façon que la population voit en nous ceux que le gouvernent. C'est une coalition politique en but de faire avancer le Québec et l'indépendance du Québec. Merci. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci. Bonjour. Moi, je salue ce que j'ai entendu en termes de reconnaissance de la diversité. C'est un discours qui est très rafraîchissant et moi je pense que c'est un discours qui tient compte d'une réalité. La réalité, c'est qu'au Québec, puis dans le monde, il y a une diversité de points de vue qui se sont exprimés politiquement au cours des dernières années, et ça tient compte de ça, le discours de diversité. Parce que la diversité qu'on a eu, non, elle n'est pas tombée du ciel, elle a émané avec les années d'une dynamique sociale qui fait en sorte qu'on se retrouve aujourd'hui avec 5 partis, 5 grands partis, 3 à l'Assemblée nationale, 2 options nationales. Ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est qu'une fois qu'on reconnaît ça, l'important, ce n'est pas nécessairement de se dépêcher pour une prochaine campagne électorale. Ce qui est important, c'est de reconstituer au sein de la population québécoise, et particulièrement chez l'électorat des 18-35 ans, le goût de la politique, la reconnaissance que le politique peut changer les choses. Et c'est là, à mon avis, que le plus grand défi de tous les partis politiques qui prônent le changement social. Et c'est quelque chose qui est possible parce qu'on a juste à regarder ce qui se passe actuellement aux États-Unis avec Bernie Sanders. Le gros des votes de Bernie Sanders qui se dit, je m'excuse, socialiste en plein empire capitaliste, vient des 18-35 ans. Pourquoi? Puis parce qu'il représente une rupture, un changement par rapport à ce qui se passe actuellement. Et c'est la même chose d'une certaine façon pour les gens qui appuient Trump, parce qu'il représente une rupture par rapport à l'ancienne façon de gouverner. C'est ça qu'il faut aller chercher chez l'électorat, particulièrement chez les jeunes qui, on le voit dans les sondages, ou ne votent pas, ou sont plutôt tièdes par rapport à la question de la souveraineté, ou sont plutôt tièdes par rapport à la question politique. Donc l'enjeu, c'est de recréer un dynamisme, c'est de recréer un enthousiasme politique au Québec. Ce n'est pas nécessairement de gagner la prochaine élection. Souvent sur la grande, je souhaite de tout mon cœur qu'on puisse atteindre une convergence telle qui va permettre de battre les libéraux. Et si on voit les libéraux, en faisant seulement un calcul on va additionner des pourcentages, je rappellerai une parole de Charbonneau, le journaliste Charbonneau, qui disait on peut gagner des élections, mais gagner un référendum, ça prend 50%, plus que 50% des votes. Gagner l'élection, ça prend à 40%. Il y a un 10% qu'il faut aller chercher, et ça ne se fait pas mathématiquement, ça se fait avec une vision sociale, ça se fait avec quelque chose qui va enthousiasmer les gens. Donc prenons le temps, je suis heureux d'entendre ça, prenons le temps pour constituer les forces, pour faire en sorte que les forces indépendantistes se renforcissent et avec la société civile fassent blocage des politiques libérales. Voilà. Oui, bonjour tout le monde. Alexis Beaubré, étudiant à l'Université Laval en sociologie, entrepreneuriat et agriculture. Ce que je remarque ici, c'est qu'on jase entre des gens qui sont tous convaincus. On a 40% de la population au Québec qui se dit en faveur de l'indépendance. Ma question, très simple, c'est
Compte tenu qu'il y a une écœurantite aiguë au Québec face aux politiques d'austérité du gouvernement libéral, est-ce qu'on pourrait faire le lien, est-ce qu'on pourrait tabler sur justement le fait que le jour où le Québec est indépendant et qu'on contrôle 100% de nos revenus, l'austérité n'existera plus? Bon, écoutez, je vous donne 5 minutes, en même temps, ça va être votre conclusion. Faites-tu votre affaire? OK, alors je vais me risquer en premier. Pourquoi baisser les bras face aux 40%? Excellente question. Il ne faut pas baisser les bras. En fait, je pense qu'il y a une dichotomie entre on essaie d'être réaliste en termes électoraux, de tendance électorale, donc on ne veut pas être dans l'utopie totale, fait qu'on tient compte de certaines choses, parce que je dois dire qu'il y a certaines choses qui, dans les comportements électoraux, semblent malheureusement stables. Mais vous avez tout à fait raison. Il n'en tient qu'à nous de créer l'étincelle. Et moi, c'est comme quand j'entends des gens dire, ben là, les anglophones ne voteront jamais pour l'indépendance, ils ne voteront jamais pour le Parti québécois, même chose, c'est tellement difficile avec les nouveaux arrivants. OK, mais on a la responsabilité d'être en dialogue avec ces gens-là. Pourquoi? Parce que nous, on leur offre de créer un pays dont ils vont tous être les fondateurs. Alors, même s'ils ne votent pas maintenant pour le projet ou pour nos partis, bien, si on embarque dans cette démarche-là, ils vont en être partie prenante. Donc, ce dialogue-là, il faut qu'il soit en continu. Alors, c'est un petit peu la même chose. Il y a beau avoir des gens qui ont l'air d'avoir la porte verrouillée à 3 tours. Moi, je pense que quand on porte un projet aussi grand que l'indépendance, il faut parler à tout le monde. Il ne faut pas baisser les bras, vous avez raison. Il faut quand même une petite part de pragmatisme, ce qui fait en sorte qu'on peut voir aussi les comportements, comment ils se dressent, mais il peut y avoir des moments qui font en sorte qu'on est capable de renverser la tendance et peut-être d'aller en chercher aussi. Donc, il y a quand même des libéraux progressistes, ça existe, ils ne doivent pas être très heureux par les temps qui courent, mais ils sont là parce qu'ils sont des fédéralistes, là, bon, convaincus, tout ça, mais peut-être on peut leur montrer que progrès social et indépendance, c'est une combinaison extraordinaire aussi, puis les amener vers ça, surtout les jeunes générations. 2, liens, enjeux sociaux et indépendance, ben moi je pense qu'il y a beaucoup de travail, oui, qui peut se faire par rapport à ça. Il y a tout l'argumentaire, comme là, nous on a l'air d'être dans notre bulle de convergence, mais chacun de nos partis, Option nationale a fait le livre qui fait dire oui, nous on est en train de mettre sur pied l'École de la souveraineté, l'Institut de la souveraineté, Québec solidaire a eu une journée hier là-dessus, puis je sais qu'ils font des opérations aussi, donc c'est en effervescence aussi, il y a des choses qui se font si nous on a l'air d'être plus dans le macro, dans le micro aussi. Et moi, je suis convaincue qu'il faut faire ce lien-là de manière urgente. C'est une excellente suggestion de dire, ça rejoint un peu votre point, pourquoi on ne ferait pas une activité austérité et indépendance? Ben, moi, je veux dire que, justement, on se parle entre nous, c'est formidable, mais le but, c'est de parler avec les autres, les non-convaincus. Mais je pense pas que c'est perdu qu'on se parle entre nous, parce que c'est un peu, vous parlez de révolution, c'est un peu une mini-révolution qu'on soit en train aussi d'accepter de se parler et de travailler ensemble. Et je pense que c'est une révolution très positive, il pourrait y en avoir d'autres. Mais tout ça pour dire qu'il faut aussi, de cette force-là, aller à la rencontre des gens avec une diversité de points de vue. Le Oui Québec vient de faire une soirée Femmes et indépendance. Donc, indépendance et féminisme. Comment la cause des femmes pourrait s'améliorer, l'égalité homme-femme dans un État indépendant. C'était très intéressant. Le Lion d'Or, lundi, il y a 2 semaines, à Montréal, était plein. Donc, c'est pas vrai que c'est moribond. Beaucoup de jeunes femmes et d'hommes aussi. Et là, il va en avoir une autre en avril sur politique énergétique, environnement, énergie Est et indépendance. Donc, c'est des occasions d'aller rencontrer des citoyens qui sont concernés par un enjeu très concret et de faire le lien avec l'indépendance. On pourrait aussi le faire sous l'austérité, c'est sous l'égide du Oui Québec. Et monsieur qui parlait des 18-35 ans, moi je pense que ça doit être notre obsession, ça, et lutter contre le cynisme, puis ça va un peu ensemble. Et moi je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut constater, c'est que les gens, puis on le voit avec ce qui se passe aux États-Unis, rupture avec l'establishment est quelque chose, oui, qui est fort, mais aussi la confiance
dans certains leaders. La confiance est un enjeu clé. On voit des gens qui ont voté NPD, Jack Layton, les mêmes qui ont voté pour la CAQ à Québec. Moi, j'ai jamais compris, mais je pense que ça tient à des figures qui leur inspirent confiance, qui leur disent qu'on va faire les choses autrement. Il faut prendre acte de ça. Et pour moi, la société civile est fondamentale parce qu'elle peut aussi faire émerger des porte-paroles indépendantistes qui ne sont pas liés à des partis politiques, à des chapelles politiques, et ça peut redonner de la force parce qu'on sait que ce n'est pas les politiciens qui ont nécessairement les plus belles lettres de noblesse en ce moment. Par ailleurs, pour ce qui est de la question de l'échéancier, oui, il ne faut pas se mettre tout le stress de dire qu'il faut arriver au résultat pour 2018 parce que ça risque d'être contre-productif, mais ceci dit, moi j'espère, je ne veux pas vivre un autre 4 ans de libéraux, je vous le dis, c'est terrible ce qui se passe en ce moment. Donc, je pense qu'il faut tout faire pour y arriver. Beaucoup de choses. Donc, la première question, par rapport à l'électorat qu'on a de la difficulté à aller chercher, un 40% qui serait voué, condamné à voter Parti libéral. Je vous rappellerai une période du Parti libéral super intéressante sur M. Bourassa, début 90, où il y avait une grande partie des libéraux qui étaient indépendantistes, qui tramaient. Est-ce que je me trompe de période? Non, c'est ça, début 90. Non, mais je regardais, je voyais trop de. Je dois me tromper. Donc, non, on a oublié cette période-là, avec l'accord du Lac-Meach et tout ça. Donc, c'est possible de convaincre même les plus libéraux. Parce que moi, je connais, j'ai étudié en sciences politiques, j'ai été avec plein de gens très, tu sais, des politiciens nés, là, tu sais, des gens qui vont aller au Parti libéral, qui veulent une job. Et là, eux autres, dans leur tête, ils se disent, OK, c'est terrible, tu sais, pourquoi vous n'êtes pas indépendantiste, vous, monsieur? Ben, toi, le jeune homme. Et là, on me répond, ben, c'est parce que l'indépendance, ça se fera pas, OK? Donc, les gens manquent d'espoir. Lorsqu'ils retrouveront l'espoir, ben, ça repartira. Puis ce 40%-là, je pense que ça va... C'est pas voué, c'est pas condamné à voter pour le Parti libéral du Québec et même le 10% de la communauté anglophone qui va voter constamment pour le Parti libéral. Je pense pas qu'elle est vouée pour... il y a une partie dans le livre qui dit oui sur les anglophones. Là, vous allez me dire que je suis utopiste et tout ça, mais je pense que c'est quelque chose de possible. Et ça, s'adresser à les minorités comme les anglophones, par exemple, c'est peut-être pas très bon de façon électorale, vous allez me dire. On va en convaincre quelques-uns, mais c'est surtout bon pour notre image à nous. Hein? On se fait souvent taxer. Là, à Mme Le Pen, on a voulu faire un lien avec Mme Le Pen et le Parti québécois. On taxe souvent le mouvement indépendantiste de xénophobe. Regardez l'image que ça peut faire de nous-mêmes, de nous adresser aussi aux minorités culturelles. C'est super, très, très important. Et surtout, il faut y croire. Là. Je dis ça, il n'y a peut-être pas de gain électoral, mais j'y crois vraiment qu'il y a quand même un gain à faire. Puis ça, je pense que ça se fait en enthousiasmant les gens par un projet clair. Quand on n'est pas clair par rapport à ce qu'on fait, les gens ne nous suivent pas. Ça, c'est très, très, très important. On parlait de mobilisation aussi, je pense, dans la première intervention. Convaincre les gens, c'est la base. La mobilisation, c'est la base. Rapidement, nous, on fait des assemblées de cuisine comme dans le temps du Rassemblement de l'indépendance nationale. On écrit un livre, regardez, on a imprimé ça à 12 000, 15 000 copies gratuites qu'on donne à des indépendantistes qui vont donner ça à des indécis. On en a vendu 3000, c'est rendu un best-seller dans la catégorie essai politique, c'est pas une blague, il faut regarder sur... c'est quand même, je pense que c'est quelque chose qu'on doit refaire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ce genre de choses-là. Dans le mouvement indépendantiste, là, je m'adresse au mouvement indépendantiste au complet, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas donné le droit de faire une campagne de promotion de l'indépendance assumée. Pour répondre, la deuxième question, c'était M. Serge, je crois. Bonjour Serge. Donc, par rapport aux libéraux, prendre le pouvoir, OK, il faut se débarrasser du Parti libéral du Québec. Merde, je ne me rappelais plus votre question, excusez-moi. Vous finissiez, OK, 2 minutes. Vous finissiez avec plan de mobilisation, plan de gouvernement. Je pense qu'on en a amplement parlé. Ce qui nous rejoint, Assemblée constituante possible. Mode de scrutin, ce genre de choses-là. Donc, comment mobiliser, Jean-Claude, je crois, comment mobiliser la jeunesse
La jeunesse a été mise de côté. Regardez, il y a une génération qui manque ici parmi nous, là. Il y a des gens de 18-30 ans, mais qui ici a entre 35 et 55 ans? Ok, c'est plus ce que je pensais. J'ai trop ouvert, ma braguette est trop large. Mais je pense qu'une génération qui a tout de même... il y a... Ah ouais, c'est pas ça que je voulais faire. Mais donc, il y a une génération qui a été mise de côté parce qu'après 1995, après 1995, on était déçus, on avait perdu tout ça, et on a eu de la difficulté à se relever. Hein? Mais là, je pense qu'on a atteint le fond et qu'on est en train de se relever. Non, je vais répondre à la dernière question, s'il vous plaît. Parfait, merci. Par rapport à la fin de l'austérité, regardez, ça fait longtemps qu'on vit l'austérité, puis on veut pas remplacer les libéraux. Ils sont là depuis l'histoire du Québec. Okay? Le but, c'est pas de remplacer les libéraux, le but, c'est de faire l'indépendance du Québec. Et je m'excuse, mais durant les dernières années, l'austérité, on la vit depuis 1995. On l'a vécu avec M. Bouchard, le déficit zéro. On l'a vécu avec M. Marceau durant le dernier mandat du Parti québécois. Il faut mettre fin à l'austérité, je suis bien d'accord avec ça, mais il ne faut pas penser de mettre les libéraux dehors, il faut penser à faire l'indépendance du Québec, ce qui est deux choses distinctes. Merci. Je vais répondre à ta question en deux volets, Lucie. C'est un peu paradoxal dans la mesure où je m'entendais parler, peut-être que quand tu disais être dans le rêve ou être dans la sécurité, en fait, et je m'entendais parler, puis je me disais, je suis plutôt dans la sécurité. Alors que je me complais à dire que non, je suis plutôt dans le rêve, parce que Québec solidaire, ça a été dit, colporte l'image d'un pays de projet. Donc j'aimerais bien avoir un Québec indépendant, mais un Québec transformé aussi. Et ça fait beaucoup appel à la question du rêve. Par contre, en général, les gens, la moyenne, je crois, je vais faire de la psychologie pop, on aime bien avoir tout autant une partie de sécurité qu'une partie de rêve. Et c'est cela que nous devons être capables de projeter comme projet. Là. Et c'est évidemment pas facile, c'est un savant dosage, mais nous devons tout autant marcher les pieds bien ancrés sur la table, mais avec la tête dans les nuages. Ça nous permet d'avoir une vision et de projeter une vision optimiste, et je pense que c'est cela qu'il faut arriver. Comment, c'est une toute autre question. Évidemment, on le sait, le vote du Parti libéral est un vote discipliné, extrêmement discipliné. Par contre, ce n'est pas différent du cœur électoral des autres partis. Et le Parti québécois a aussi un pourcentage du vote qui est extrêmement discipliné, qui, peu importe, les alliés politiques vont toujours voter pour les partis québécois. J'ai tendance à croire que ce cœur-là, il est un petit peu plus gros chez les libéraux. Mais quand même, on n'est pas loin, on est quoi, dans les 32, 33, 34%. C'est loin de la majorité du Québec. Vous savez, comme dans toute chose, vous allez retrouver 40% d'un côté, un 40% de l'autre, ou un 30% d'un côté, un 30% de l'autre, puis un gros 40% des indécis. C'est eux, la cible politique, là, pour tous les partis, qui, selon toutes sortes de choses, peuvent aller d'un côté comme de l'autre. Et évidemment, il faut s'assurer d'envoyer les bons signaux pour que des secteurs importants de l'électorat ou de la population ne nous échappent pas. Et évidemment, je ne veux pas être plate, là, mais je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a un chercheur qui est venu nous voir, nous montrer des chiffres des préférences électorales de la communauté arabo-musulmane en 2012. Et il y avait un quart de cette population-là, 250 000, 300 000 personnes, quand même assez nombreux. Un quart de cette population-là qui manifestait un intérêt à voter pour des partis souverainistes. Nous, on était bien contents parce qu'il y avait une bonne partie qui aimait bien Québec solidaire. Un quart. Sur 300 000 personnes, ça fait du vote, ça fait du monde. Ça, c'était en 2012. Les mêmes questionnements, les mêmes questionnaires ont été posés en 2014. Il n'y avait même pas 1% de cette communauté-là qui allait voter pour un parti souverainiste.
Et ça pendant plusieurs élections. On ne sait pas trop combien. On a perdu définitivement cette communauté pour la cause souverainiste, qu'elle soit à Québec solidaire, parce que nous aussi on est passé dans le tornado, et pour Québec solidaire en tout cas. Et parce que beaucoup de gens se sont identifiés, surtout les allophones, se sont identifiés à Montréal, à cette communauté-là, où là, le compte est véritablement important. Donc il faut s'arranger pour envoyer les bons messages à la population pour qu'elle vote pour nous. C'est-à-dire il faut additionner, il ne faut pas soustraire. Et c'est comme ça, il me semble, en lançant des messages, des politiques et en additionnant des secteurs électoraux, qu'on construit des majorités substantielles pour faire les référendums. Là, j'accélère. Quels enjeux? Évidemment, monsieur, vous posez la question de la mobilisation de la population sur des enjeux très actuels. Oui, Québec solidaire va être les premiers. Et je tiens à dire que malgré tout cela, malgré nos divergences, en particulier envers les partis québécois, il y a des collaborations qui se font à l'Assemblée nationale régulièrement. En ce moment, c'est par exemple sur l'aide sociale. Projet de loi 70, Françoise David avec M. Turcotte, je crois. Ils établissent des collaborations, etc. Évidemment, ce n'est pas l'identité totale dans les positions, mais je pense que les deux partis travaillent à construire une mobilisation efficace contre les politiques d'austérité. Mais nous, ce que nous attendons, à ce que cette position-là continue dans le temps. Et je vous rappelle que les politiques d'austérité découlent directement du dogme du déficit zéro. C'est l'enjeu central. Et c'est quelque chose qui est à débattre, non seulement avec les partis québécois, mais avec toutes les forces politiques et sociales au Québec. Évidemment, moi j'aimerais bien, mais c'est un peu difficile de s'entendre, et je fais le lien à la question de M. et la vôtre, sur un gouvernement qui ne prend pas de politique d'austérité. Et évidemment, si jamais on arrive à un plan de gouvernement, et je pense qu'on est loin du cas avec les partis québécois, ça va être un des points essentiels, là. De notre part, en tout cas, de dire on abandonne le déficit, les dogmes du déficit zéro et par conséquent les politiques d'austérité et on trouve autre chose. Et j'espère que ça serait faisable. Et en terminant, la question de M. Landry, les 30-35 ans, redonner le goût à la politique. En quelque sorte, le phénomène Trump aux États-Unis en particulier, aussi Bernie Sanders, aussi la CAQ ici au Québec, c'est tous des phénomènes que j'attribue à ce que j'appelle un électorat en révolte. Un électorat qui n'est plus représenté pour différentes raisons, et souvent opposé, par ce qu'ils appellent les élites, par la classe politique en ce moment. Et ils sont à la recherche d'une alternative. Et souvent ils vont faire porter leur allégeance électorale vers des voies qui sont dissonantes de ce qu'on a du mainstream, de ce qu'on entend dans la politique traditionnellement, et ils vont choisir des solutions extrêmes. Donald Trump, Marine Le Pen, vous savez, l'extrême droite en Europe fait des ravages en ce moment, on obtient des victoires après victoire. Ça coïncide avec l'arrivée des réfugiés. Bon, c'est tout un débat. Mais partout à travers le monde, en tout cas dans les pays occidentaux, des larges secteurs de l'électorat sont à la recherche d'une alternative et ne se retrouvent plus dans le discours technocrate, discours vide de sens, la langue des bois portée par les partis qui sont traditionnellement au pouvoir en alternance. Donc ça donne de la chance à d'autres partis, souvent d'extrême droite ou de droite, ou souvent ou des fois des gauches, comme nous à Québec solidaire ou d'autres partis en Europe, de recueillir une partie de ces mécontentements-là. Et en quelque sorte, c'est des gens qui sont à la recherche d'un enchantement politique. Ils veulent être réenchantés politiquement. Et c'est à ça que nous, comme politiciens, nous devons nous attacher. C'est de dire aux gens que oui, il est possible de transformer notre société, de changer quelque chose, et pour ça, l'outil privilégié, ce n'est pas la grande entreprise, ce n'est pas l'action individualisée, atomisée, fragmentée, c'est l'action collective, c'est l'action politique. C'est à ça que nous sommes appelés en tant qu'ensemble des classes politiques. Et pour nous, la responsabilité est encore plus élevée, parce que c'est non pas seulement la politique en tant que telle comme outil de changement, de transformation, mais c'est surtout l'indépendance pour y arriver. Merci beaucoup. Écoutez, je vous remercie beaucoup, mais partez pas parce que Simon va venir vous remercier.
Mais moi, mon travail est fait, mais j'ai 2 petites publicités, parce que moi, je suis un vendeur dans la région. Je m'appelle Guy Rousseau, je suis directeur général à la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie. Je vous invite à devenir membre de notre blog qui s'appelle ssjb.québec. Et des activités comme ce matin, vous allez en retrouver à toutes les 2, 3, 4 semaines. Vous allez voir qu'à la Société Saint-Jean-Baptiste, il y a plein de militants et de militantes qui organisent des activités partout dans la région, aussi intéressantes que ce matin. Première publicité. Deuxième publicité, je suis sur l'exécutif national du Oui Québec et je suis responsable des régions du Québec. Actuellement, il y a une tournée qui va débuter dans quelques semaines avec Claudette Carbonneau et Martine Desjardins, qui est notre présidente nationale. Et c'est simplement pour que vous soyez attentifs, il devrait être dans la région au début du mois de mai. Fait que les gens qui n'ont pas donné leur courriel, leur adresse, le numéro de téléphone, le nom de leur chum, de leur blonde, n'importe quoi, la liste est là-bas. Si vous voulez être rejoint pour les prochaines activités, merci beaucoup. Je remercie la locale des Patriotes pour leur excellent travail et je donne la parole à Simon, qui est le président et qui a encore 45 ans. Merci Guy. Merci à la SLJB de la Mauricie. Merci pour cette belle table de réflexion à M. Fontessia de Québec solidaire, Mme Yvon du Parti québécois et M. Thériault d'Option nationale. Aujourd'hui, c'était une table de réflexion et c'était plus qu'une assemblée de cuisine. C'était une assemblée de salles à manger. Et je pense que dès aujourd'hui, on est prêt pour mettre la table à une table de réflexion qui va être nationale. Le bruit court, nos réflexions sont encore là, mais ça court, il y a des réponses et des réflexions dans le livre qui fait dire oui d'Option nationale, dans l'autre journal, La convergence des idées, en ce moment avec Martine Desjardins. Ça se passe dans le Devoir, ça va se passer dans les universités, tout ça. Ben, c'est toujours le début d'un temps nouveau. Alors, merci beaucoup à la locale, merci à tout le monde d'être ici aujourd'hui. Bonne journée.